Mais il avait, ces bâtiments-là leur servaient de bâtiments d'exploitation. On entreposait le matériel, le point et tout. Il exploitait la terre, si bien que la maison a été louée, a été louée à la grand-mère, parce que le maire allait chercher des maisons de réfugiés pour des réfugiés, puisque c'était le débarquement et tout ça, il y avait énormément de monde sur les rues. Et mes parents avaient dit que la maison est louée, pourquoi pas. Alors, ils leur ont promis cette maison-là, en fait, ils ne savaient pas à quoi elle allait être destinée. Si bien que le lendemain, à l'école, ils disaient, oh, nos réfugiés sont arrivés et les leurs n'étaient pas arrivés. Ils disaient, c'est mieux et tout ça. Et mon père est allé voir s'il était arrivé ou s'il était bien installé, et quand il est arrivé, il y avait dans la boulangerie, il y avait tout un tas d'armes, même des artilleries, si j'ai bien compris, d'après les témoignages mis à donner, quoi. Et il leur a dit, mais vous n'êtes pas prudents, vous vous rendez compte que les Allemands sont dans le bois de Beaucoudray à côté, et que ça va se savoir. Et en fait, lui, avait été loué par Alphonse Piat, une maison louée par Alphonse Piat, mais qui ne lui avait pas dit quoi c'était, à qui c'était destiné, quoi. Donc, tous les gens se sont trouvés devant le fait accompli, ils ont été mêlés à l'histoire, si bien qu'ils ont toujours été un peu culpabilisés après tous les drames qui s'y produisent. J'ai remarqué que Beaucoudray, dans les cérémonies et tout ça, était mis un peu à l'écart. Le drame s'est passé, on n'aime pas, c'était des gens paisibles, ça leur tombait dessus comme ça, et ils ont été tous traumatisés, parce que quand même, si M. Abdon peut le dire, mais le maire avait reçu des Allemands l'ordre de faire une liste d'otages. M. Quesnel, lui, qui était maire de Beaucoudray à l'époque. Et les Allemands commençaient à faire des enquêtes, la Gestapo venait interroger les gens et tout. Et un officier était venu et il leur avait dit, il lui avait demandé, il appelait Jacques la sorcière, parce que c'était un aviateur, un officier de l'air, et il disait, tiens, c'est curieux, vous êtes aviateur, pilote, il était un ancien pilote, mais vous n'avez pas d'avion. Alors il l'appelait Jacques la sorcière. Et alors il l'avait interrogé, et elle avait dit que la maison appartenait aux parents et aux grands-parents, quoi. Alors elle était venue en peur, elle avait dit, j'ai dit aux Allemands que vous étiez propriétaire de la maison, vous parlez. Enfin, je peux vous raconter ça, mais ça reste des conneries. Non, mais ça confirme ce que vous dites, confirmez ce que disait M. Acton. En fait, le monsieur, là, ses parents étaient locataires, en fait, pour faire court, on va dire propriétaire, puisque c'était la grand-mère qui possédait, de la ferme du bois où était le maquis. Et donc, le monsieur, le papa, a découvert, pensant que c'était des... Est-ce que monsieur Abdon, parce que d'après ce que j'ai entendu là, ça correspond à ce que j'ai entendu de ma famille, c'était Madame Abdon qui venait avec une brouette à linge pour apporter des chaises. Des chaises pour le maquis. Et ça correspond bien parce que vous venez de me dire que oui, et puis ils ont arrêté en cours de route et ils ont continué leur chemin. Et ils sont arrivés chez mes parents qui étaient à la ferme du bois au château de Beaucoudray. Et ils ont mis toutes ces chaises-là avec les meubles de ma famille. Et ils sont venus les rechercher plus tard, parce que c'est ma famille qui raconte ça, parce que c'est trop pour voir, mais je voudrais bien avoir la confirmation. Bon, monsieur Lepage,
passé. Voilà. Donc on va peut-être pouvoir... Mais moi j'ai parlé de témoignage de la famille. Oui, parce que... Je pense que M. Alton, quand il va nous raconter comment ça s'est passé, il va être amené à nous parler aussi des conditions dans lesquelles il n'a pas été arrêté grâce à la brouette et tout ça. Et là, on va pouvoir reparler. Donc la brouette existe. La brouette a existé. Ah oui, la brouette a existé, oui. Mais je pense que pour le reste du public, c'est très flou. Qu'est-ce que cette boîte vient faire ici? Donc je pense que... Je ne demande pas mieux pour parler, mais je sais peu de choses du fait que j'étais un des jeunes, j'avais 23 ans à ce moment-là. J'étais un des jeunes du groupe, les autres étaient dans l'ensemble beaucoup plus âgés et plus paravés. Alors, je n'étais pas dans les affaires financières de l'équipe, c'est tout ce que je peux dire. Alors, ce que je voudrais, c'est remercier et féliciter les jeunes qui ont produit ce que j'ai entendu, parce que vraiment, pour trouver tout ça dans l'ensemble de ce que j'avais pu dire au cours, eh bien, voilà, félicitations, parce que vous êtes arrivés. Parce que j'avais parlé au début, je ne sais pas, moi, 3-4 heures. C'est vrai qu'ils ont découpé. Oui, ils ont bien écouté, ils l'ont bien retenu, ils l'ont bien encaissé. C'est magnifique. Alors c'est vrai que vous avez peut-être l'impression des fois que c'est très linéaire, mais en fait c'est que des documents qu'ils ont mis à la suite. Oui, ce sont des parties intéressantes qui ont été découpées et renouées ensemble. C'est vraiment un travail très très bien. Félicitations. Et alors, on parlait tout à l'heure de résistance. Oui, la résistance, c'est ce que les Français ressentaient justement en présence justement des occupants allemands. La pression très lourde qu'ils effectuaient sur les gens pour les obliger à obéir et finissait évidemment par d'abord ennuyer beaucoup. Pour certains, ça ne faisait rien. Pour d'autres, c'était intéressant. Mais pour beaucoup, c'était ennuyeux. Et certains osaient quand même parfois faire des actions répréhensibles. C'est ce qui était arrivé à Yverdon, là au printemps 43. Au printemps 43, il y avait un groupe à Yverdon. Il y avait un petit groupe avec Fiat, l'épicier, qui était venu me trouver, puis qui me dit, j'habitais juste à côté, et qui m'avait fait part de ses intentions. Et ma foi, j'étais d'accord. Et il avait monté un petit groupe, mais quelques personnes que je ne connaissais pas, mais que j'ai retrouvées après. Parce qu'entre nous, c'était le secret. Je connaissais le chef, et puis j'étais autorisé de connaître un autre, mais pas tous. C'était le secret de la profession. Alors il avait monté un petit groupe. On ne faisait pas grand-chose, on faisait du renseignement, on allait voir les places des camions, pour essayer de savoir quelle unité qui était là-bas, on allait repérer la place des dépôts de matériel, des dépôts d'essence, et tout ça c'était communiqué. Je me disais, non, je ne l'ai pas fait, mais je communiquais ça au chef de poste qui s'appelait Fiat, et qui, lui, se chargeait d'expliquer tout ça. Ceci a bien marché pendant 2 ans, jusqu'au printemps 43. Au printemps 43 est arrivé de Paris un certain M. Pruvot, Ernest Pruvot, colonel dans l'armée, et qui cherchait par là, dans la région, un lieu où il pourrait s'établir quand il serait en danger à Paris.
il était accompagné d'une jeune dame qui était également au ministère, comme lui. Ils étaient rédacteurs tous les deux au ministère des PTT. Et notre voisin qui s'appelait Fiat avait pensé que cette maison pouvait convenir. C'est une ferme qui, pour nous, était abandonnée. Et Fiat avait été chargé de gérer la location de cette ferme. Pendant plusieurs mois, ça a été très calme. On voyait Pruvot une fois de temps en temps. Et puis, il nous chargeait de quelques missions dans le secteur. Et tout ça jusqu'au mois de septembre, au mois de novembre 43. Novembre 43. Pruvot arrive précipitamment à Villebaudon et nous dit Simone est arrêtée. Simone, c'était sa collègue de l'époque, qui était rédacteur comme lui, et il y avait un troisième qui s'appelait Orvé. Et Simone avait été arrêtée. Et alors, là, il prenait ses précautions et il disait qu'à la moindre erreur, lui est obligé de quitter Paris et qu'il viendrait s'installer là. Pendant tout ce temps-là, l'administration des PTT avait organisé, et partout en France, un système clandestin de transmission des messages, transmission des codes, des missions à effectuer, de sorte qu'à Villebaudon, on n'était pas beaucoup plus éloigné, si vous voulez, de Paris que ceux qui étaient eux-mêmes à Paris. Et ceci, donc elle est arrêtée le 5 novembre 1943 à Paris. Et Pruvot décide de partir de Paris, de venir s'installer à Villebaudon. On a donc le colonel chez nous. Et le colonel, c'est pas le simple militaire. Pruvot à Villebaudon, ça va bouger. Alors il commence par se déplacer partout dans la région où il avait fait des connaissances, à Granville par exemple, chez Marlan, à Tabure, chez Arrange, chez Tabure, à Granville, et à Saint-Lô, enfin bon, il connaît tout son mandat. Et en même temps, arrive à peu près chez nous, une collègue, une institutrice de Cherbourg, qui a été repliée parce que Cherbourg avait décidé d'envoyer une bonne partie de ses enfants à la campagne, en cas où il y aurait des bombardements et des victimes nombreuses. Donc nous avons en même temps, à peu près, à suggérer l'arrivée de Pruvot, colonel commandant de l'action PTT, et Madame Leblond, ma collègue. Alors, à partir de ce moment-là, bon, c'est des rendez-vous tout le temps, avec un tel, le bonbon postal, c'est tous les jours à peu près, il y avait quelque chose à prendre, à un moment donné. Et puis il y a des livreurs qui passaient, qui avaient l'autorisation de circuler. C'était très très mouvementé. Et ceci donc pendant l'hiver. Et à ce moment-là, Pruvot dit, avec le chef, l'ingénieur principal de Saint-Lô, qui était M. Couzeau, il décide de créer un maquis au moment du débarquement, dans la ferme de Beaucoudray. Mais bien sûr, pour faire un maquis, il faut des armes, et on n'en avait pas. On avait quelques fusils de chasse, et puis quelques choses peu importantes. Et alors, ils se mettent en relation avec un officier spécialisé, officier de liaison entre Londres et
les maquis de la région. Ce jeune officier était capitaine, et c'était lui qui organisait ça entre les deux, entre Londres et la France. Et le parachutage aura lieu au mois de mai, le 11 mai, je crois, le 11 mai. On apprend à la radio le soir. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est vivre, ça voulait dire, on vous envoie ce soir les matériels que vous avez demandés. Et effectivement, le 11 mai au soir, dans une clairière à Sainte-Marie-Outre-Lot, près de Montfarcy, on était une dizaine à peu près à attendre, et l'avion est passé, nous a arraché des 10 ou 12 parachutes. Voilà, tous équipés d'un grand conteneur qui pesait à peu près 200 kg chacun. On a chargé rapidement et puis qu'on a ramené à Villepono. Mais bien sûr, celui qui avait fait le parachutage, eh bien, c'était pas question qu'il travaille le lendemain matin, parce que la nuit a été dure, et comme c'était des employés de la poste, pour la plupart, c'était des employés de la poste qu'on appelle les lignards. Les lignards, on les appelait comme ça, c'est-à-dire ceux qui travaillaient sur les lignes, planter les poteaux, accrocher les fils et tout. C'était leur travail. Et c'était eux qui avaient été là pour faire le parachutage, qui avaient chargé leur camionnette, leur grosse camionnette, pour ramener tout ça à Villepono, à Beaupoudré, exactement, à la gare. Et de là-bas, ça ne pouvait pas rester. Il y en a une partie qui est partie rapidement sur Saint-Lô, qui a été emmagasinée dans l'atelier de réparation de la poste. Il y en a une partie qui est partie dans des petits groupes aux alentours de là-bas. Et puis, une grosse partie qui est restée à Beaupoudré et qu'il a fallu déménager parce que les armes n'étaient pas montées. Il fallait monter tout ça. Alors, Pruvot a organisé un transport par voiture à cheval, tranquillement, et on a débarqué comme ça, chez un autre, dans le Grondier, à Rouen, tout ça. Voilà, on a fait des choses comme ça. Ce qui fait que le jour du débarquement, eh on avait une mission préparée à l'avance. La mission, c'était très simple. C'était vous empêcher les troupes allemandes de se rapprocher le plus vite possible des plages de débarquement. Parce que les Allemands ne savaient pas où aurait lieu le débarquement. Et alors, ils n'avaient pas massé leurs troupes dans la région. Leurs troupes, elles étaient du côté d'Avranches, Rennes par là. Possibilité de les transporter rapidement, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que nous, notre mission nous chargeait de les empêcher. Et en effet, dans la nuit du 5 au 6, on a coupé tous les raids, toutes les lignes, les câbles souterrains et les lignes aériennes de la poste. Ce qui fait qu'au matin du 6 juin, quand ils ont vu les bateaux s'approcher de la plage, eh bien, ils ont pris leur téléphone, il n'y avait plus rien. Et ça a aidé beaucoup les Américains, les Alliés, à débarquer. C'était là notre principale mission. Et c'était... Alors après, bon, on attendait la mission suivante, et on a appris très vite que la mission suivante ne serait pas avant J plus 9, c'est-à-dire le jour du débarquement, plus 9 jours. Alors on était donc contraint de rester à la campagne
on avait abandonné notre poste, on était recherché par les gendarmes et la police. On était donc contraint de rester sur place. Et ce qu'on a fait, c'est la catastrophe s'est produite, c'est que au début, on avait du travail pour fignoler les armes, monter tout. Et puis au bout de quelques jours, on n'avait plus grand-chose à faire. Et c'est là que, comment les Allemands ont-ils appris qu'on était là, ça, le mystère, on n'a jamais su exactement. Mais le matin du 13 juin, ils sont arrivés, ils ont encerclé le maquis, évidemment. Il y en a quelques-uns qui ont pu partir. Moi-même, j'étais parti. Le colonel m'avait dit, vous retrouvez votre dame et vous nous allez chercher du matériel pour la cuisine, parce qu'on n'a presque rien ici, il faudrait qu'on soit équipé. Alors on était parti, et quand on est revenu, eh bien, les collègues, tous les amis, les copains étaient pris. Il y avait un soldat allemand qui les gardait, qui nous a laissé passer, qui nous a fait signe de filer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par la brouette. La brouette était chargée de couverture, de matériel de cuisine. C'est peut-être ça qui nous a sauvés, tout ça. Voilà. Les réfugiés. Oui, 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 oui. Il y en avait des centaines et des centaines sur les routes, il y en avait partout. Alors, voilà, une histoire. Alors, monsieur Abdon est très modeste. Il a oublié quand même d'indiquer qu'il a joué un rôle aussi important avant le débarquement en tant que secrétaire de mairie. Ah oui. Et qu'il a rendu sans doute pas mal de grands services à des requis du SDO ou des gens comme ça en fabriquant des faux papiers. Oui, j'étais pas secrétaire de mairie quand j'ai été nommé à Villebaudon. Et puis ma collègue de l'AML Fond, un petit pays à côté, que je connaissais bien, parce qu'on n'était pas de la même famille, mais enfin on a des membres communs. Et alors elle me dit, dis donc, tu veux pas un secrétariat de mairie? Je dis, pourquoi tu veux pas le faire? Non. Elle me dit, non, mon mari maintenant est prisonnier en Allemagne, moi je n'ai plus le temps de m'occuper de la ferme et de l'école. Alors si tu veux, je te laisse le secrétariat de mairie. Et évidemment c'était intéressant parce qu'on avait beaucoup de renseignements. On avait des renseignements non seulement de la préfecture, mais de la commandanture aussi. Et puis on pouvait, bon, à la rigueur, chercher un petit peu un bon de ceci ou un bon de cela. Et puis faire des faux papiers. C'est une chose que je n'avais jamais faite. Et puis, le besoin aidant, eh bien, on a fait des faux papiers. Moi, c'est pas pour moi dire ça. C'est circonstance-là, ça. Mais oui, on faisait des faux papiers. Pour tous les réfugiés qui étaient arrivés par là, ils n'avaient rien, aucun papier. Alors, si c'était d'un âge encore de travailler, les Allemands les envoyaient en Allemagne. Alors, il fallait qu'on essaye de leur fournir des faux papiers sur des brouilles. Alors, des attestations de bombardement, des choses, et puis même des cartes d'identité, on y arrivait. Hein. Et on en a sorti quand même pas mal, comme ça. C'était une bonne chose. Voilà. Voilà ce que j'ai oublié. Oh. Allez, par rapport à la nuit du 5 au 6 juin, oui. Vous aviez donc la mission de couper les lignes. Oui, oui. Et ce qui serait intéressant qu'il y ait aux gens, c'est de. On ne réalise pas ce que c'est que de saboter une ligne souterraine. Ah, oui. Ça semble, on a l'impression qu'il suffit de prendre une tenaille et discuter. Non. Oui. Pour raconter l'opération. Ah oui, parce que pour les câbles souterrains, les câbles à longue distance, on a fait ça, qui avaient été installés quelques années auparavant, on va dire dans les années 35, 36. C'était des gros câbles contenant une quantité de fils.
peut-être 50, 80 000, je ne sais pas exactement, et qui était enfoncé en terre dans une tranchée qui faisait à peu près 70 cm. De sorte que le câble, lui, était au moins à 60 cm de terre. Et dessus, il y avait une espèce de grillage, de treillis, pour le protéger. On voyait encore sur le bord des routes la trace des sillons qui avaient été faits. Donc pour trouver exactement l'endroit, ce n'était pas très difficile. Il fallait arriver à creuser à 60 cm, 70 cm, au moins pour pouvoir se servir de ça. Parce que pas question de relever le jour, c'était trop lourd. Et creuser, la terre, la mettre dans des sacs pour ne pas que personne ne puisse s'apercevoir que ça a été trouvé, scier, et puis après reboucher tranquillement, bien. Et tout ça dans la nuit du 5 au 6 juin. C'est la nuit la plus courte de l'année. Il fallait donc que ce soit vite fait. Ah oui, c'était bien préparé. Hein. C'était bien préparé. Mais il ne fallait pas que les Allemands puissent repérer l'endroit où le câble avait été sectionné. Non, sachant qu'il était sectionné à plusieurs endroits. Oui, il était sectionné à plusieurs places. Justement pour empêcher de trouver l'endroit où c'était. Et bien ça a été fait. On est parti à la nuit tombante, et puis à creuser les trous, très vite. Ça, et ce qui a été le plus dur, ça a été de scier le câble, qui était à peu près de la grosseur d'un poignet, au moins 5 à 6 cm de diamètre. Et pour scier dans la position où on était, arriver à se pencher de 60 cm pour aller scier le câble, eh bien, c'était très dur. Ah oui, c'est un spécialiste qui l'a fait d'ailleurs à la fin. Oui, parce que Pruvot avait essayé, et Pruvot, il n'y avait pas. Je ne sais plus qui avait essayé. Sur les sites officiels, c'est dit que Pruvot a sectionné lui-même un câble, mais bon, ça fait toujours mieux de le laisser le chef faire. Non, en réalité, c'est pas lui qui l'a fait. Ah bon, alors pardon. Bon, ben alors pardon, mes excuses. Non, mais c'est pas lui. C'est le charron de Vico. Et quand ça soit fait proprement, Oui. pour pouvoir rétablir la communication Voilà. en faisant des laquais si nécessaire. Voilà. Oui. Oui, le président, c'est le charron qui avait l'habitude de scier. C'est lui qui a dit allez, donnez-moi ça. Voilà. Oui. Il y a encore des manquants. Donc par rapport à... Peut-être rappeler comment vous êtes entré dans la résistance. Qu'est-ce qui a fait que M. Fiat est venu vers vous vous l'instituteur de Baudon, qu'est-ce qui a provoqué votre entrée? Ah oui. Et quand on venait d'arriver à Villedon, c'était en début 42. Oui, début 42. La commission de réservation des chambres passe et nous demande bon, combien vous avez de chambres, il visite le logement et il dit ah, vous avez 2 chambres. Oui, et vous n'en occupez qu'une. Oui. Bon, eh bien, celle-là, nous la récupérons, nous la prenons. Voilà. Et alors, donc, on a eu un occupant qui était un jeune officier allemand, qui était très autoritaire. C'était le chef. Nous, on était vaincus, on était obligés de se mettre à genoux et faire les volontés de monsieur. Quand il est parti, je ne sais pas lequel des deux, ma femme ou moi, on a dit il ne faudrait pas qu'on en ait de nouveau. Mais comment faire pour empêcher la chambre d'être réquisitionnée? Alors, à cette époque-là, le maréchal Pétain, qui commandait la France, avait décidé que dans toutes les écoles de France, les maîtres devaient faire des collectes de vêtements de bébé, des vêtements de laine ou de la laine, pour permettre aux jeunes mamans d'avoir des vêtements de bébé.
Et alors, bon, moi j'avais fait ça dans mon coin. Effectivement, on m'avait apporté des vêtements d'enfants. Plusieurs femmes qui me disaient, oh, mon mari est parti prisonnier, alors on n'en a plus besoin. Et voilà, bon. Et puis, on m'avait apporté un berceau. Un beau berceau en osier, monté sur un système pour le lancer. Et alors, je ne sais pas si c'est ma femme ou c'est moi qui a eu l'idée, on ferait bien de mettre ce berceau dans ma chambre. Il serait capable de penser qu'on a un bébé. Alors on a mis le berceau dans la chambre, avec des petits vêtements de bébé dessus. Et quand la commission est passée, l'officier qui présidait cette commission est arrivé là-haut au haut de l'escalier. Et puis, tout d'un coup, il a vu le berceau. Il s'est retourné et il a dit chut, bébé, bébé. Tout le monde est redescendu sur la pointe des pieds. Et quand ils sont arrivés en bas, il nous a fait un large sourire. Il ne nous a pas fait ses félicitations, non, mais un large sourire. On a compris que c'était gagné. Comme ça, on n'a pas eu deuxième. Mais il y avait les voisins qui criaient quand même, qui trouvaient ça bizarre. Enfin bon, ça n'a pas été long, c'était dit, on n'était pas une dizaine de jours. Oui. Voilà. Et donc, M. Abdon, qui était au départ dans le réseau OCM de Ville-Baudon Taxi, a intégré le réseau PTT, Action PTT, qui était très important dans la Manche, grâce à M. Richer et à M. Couzeau par la suite, et qui fournissait des renseignements très bien. Et c'est aussi comme ça que vous avez le plan des cadres, on savait maintenant. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de renseignements. Oui, oui. Et oui. C'est comme ça. C'était là. Et donc par rapport au sort du maquis que vous voudrez à partir du 6 juin matin, donc, malheureusement, les 11 personnes, les 11 hommes qui ont été arrêtés, ont été exécutés le lendemain matin. Le seul témoin oculaire de l'arrestation, de la détention et du massacre est une femme dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Berthe Leblanc, Madame Leblanc, et son fils Gilles, qui n'avait que quelques années, 12 ans. Et donc, en fait, on ne connaît les circonstances de l'arrestation que par le témoignage de Madame Leblanc, qui malheureusement... Non, on a très peu, ça fait très peu de témoignages, très peu. Il y a la lettre, voilà, qui est écrite au frère de une lettre qu'elle a écrite en janvier 1945 qui est quand même assez explicite. C'est vraiment le document sur lequel on peut s'appuyer, mais qui ne fait pas l'unanimité. C'est toujours le problème par rapport à vos collègues, par rapport au sort du maquis. Donc quand le maquis a été décimé, M. Abdon et son épouse sont allés vers le nord. Oui, il y avait deux solutions. Ou bien on s'en allait vers le sud, on rejoignait les réfugiés et on s'en allait, on ne savait pas où. Ou alors on essayait de rejoindre le nord et de passer le front. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Après qu'on ait survécu, on a retrouvé de la famille et les autres membres de la famille sont partis vers le sud quand on a eu le nord. Et nous avons essayé de passer les lignes. C'est ce que nous avons fait un matin, plutôt un soir, on est allé se cacher dans une maison abandonnée, puisqu'il y en avait une habitée, il y avait tout. On était se cacher dans une maison abandonnée, on avait repéré comment ça se passait. Le soir, les Américains commençaient à bombarder les lignes allemandes. Toute la nuit. Et au petit matin, au petit jour, ils lançaient l'attaque pour essayer de regagner quelques centaines de mètres. Ou un peu plus, ça dépend. Et c'est à ce moment-là que nous, on avait prévu, au petit jour, hop,
bouger, ils nous nourrissaient, et ça a duré une huitaine de jours comme ça. Et au bout du jour, on a vu arriver un officier allemand, un officier français, pardon, un officier français qui dit qu'est-ce que vous faites là, comment vous... Et on l'a expliqué, il a dit bon, écoutez, je pourrais vérifier ce que vous dites, si c'est exact, vous serez libre quelques jours. Effectivement, quelques jours après, il est revenu, il nous a dit oui, bon, vous avez fait une situation, puis très bien ce que vous avez fait, mais bon, vous êtes libre. Voilà. C'est comme ça. Villebaudon a été libéré que début août. Donc en fait. Oui, quelques jours avant, on a été libéré. Oui. Après, Ah oui, mais là, ben, tout le temps que Villebaudon n'avait pas été libéré, on était accueillis par des aviateurs américains. Des petits avions. Le combat s'appelait les mouchards. Des petits avions très bas qui repéraient des lignes allemandes et qui donnaient des indications précises aux troupes qui allaient bombarder le Canada. Oui, il y en avait qui étaient d'origine française. Il y en avait un qui s'appelait Archambault. Archambault, il y en avait un autre qui s'appelait Robert. Oui, c'était bien des mots français, des familles qui avaient émigré là-bas. Donc après, vous regagnez Villebaudon qui est en ruine. Oui, qui est en ruine. Votre maison Il n'y a plus rien. détruite, votre village Détruit. de même que Beaucouvray d'ailleurs, les deux communes ont beaucoup souffert. Et vous allez avoir la triste mission de reconnaître les corps en droit d'exhumation. Il faudra les reconnaître pour savoir si c'était bien eux. On l'a su très vite parce que dès qu'on a gratté un peu la terre, on a reconnu donc, et depuis le 15 juin, quand même, jusqu'à début août, ce qu'il faut quand même comprendre aussi, c'est que les familles sont dans l'incertitude, dans l'angoisse. Parce qu'on sait qu'ils vont être arrêtés. Berthe Leblanc est embarquée avec les Allemands. Donc elle ne sera libérée quand même dans la Mayenne. Et on ne sait pas qui a été tué, combien ils sont. On ne savait pas exactement. Mais non, on savait qu'il y en a qui ont échappé. Mais on ne savait pas lesquels. On ne savait pas lesquels. Parce qu'ils étaient retrouvés vers Paris. Et puis ils étaient en ville. Sénégal, je ne sais plus ce qu'ils étaient. Ils étaient tous partis dans le monde. Et en plus, il y avait bien sûr le problème de l'information à ce moment-là qui ne circulait pas. Donc les familles ont souvent appris la découverte du charnier après par la presse de la Libération. On a vu avec les élèves les journaux de l'éducation départementale, le Renouveau Grainvilliers, par exemple, qui est un journal qui paraît à la Libération de Montréal, et dans la toute petite encart, il dit qu'on va exhumer les 11 corps, donc ce qui veut dire qu'ils savent déjà qu'il y en a un autre qui vont faire une première fouille pour repérer, mais une exhumation officielle avec les services d'identification, enfin, il fallait des médecins et tout. Et ensuite, il y a une cérémonie religieuse le 1er septembre. Et toutes les familles n'étaient pas là, puisque beaucoup n'avaient pas été. La plupart étaient là. Et 5 ou 6 garçons ont été enterrés. Il y en a 2 aujourd'hui encore. Il y en a 2 encore aujourd'hui. Et deux de beaucoup, je crois. Le fils Patin et Guy. Puis ce matin, il a été pris par un. Il n'était pas dans le groupe. Il était venu en se promenant. Il travaillait dans une ferme à côté, la ferme à côté. Et il était en se promenant pour voir ce que pouvaient faire les résistants. Et bien, il a été pris, bien sûr. Il a eu on peut dire qu'il était matin a été exécuté. L'histoire de M. Abdon et du Mali. c'est le maquis. C'est la chandelle.
le soir du 5 juin, tout le monde était d'accord, entièrement d'accord, pour faire l'émission qui avait été indiquée. Tout le monde, aussi bien ceux de Saint-Lô, les lignards de Saint-Lô, que les ruraux de Coudray et de Villebaudon. Et le matin du 6 juin, ceux de Villebaudon ne sont pas là. Ils ne viennent pas à la réunion du comité. Donc, ce qui fait que le matin du 5 juin, nous nous retrouvons à 13, du 6 juin, nous nous retrouvons à 13 à Coudray. Bon, il y en a qui viendront par la suite, ce qui fait qu'au bout d'une semaine, on sera 18. 18 dans le mec. 18, il faut les nourrir. Et heureusement, on avait trouvé une ferme à côté, la ferme de Roubaix, qui est une ferme importante, et ils nous fournissaient le lait, la crème. Mais le 6 juin, il y en a une partie, les Renault de Villebaudon, qui sont pas venus. Bah, évidemment, on a peur, hein, quand on se met à prendre des choses comme ça, hein, c'est pour rien. Voilà. Donc il y a eu des dissensions qui sont installées.